Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche pour aborder un thème du quotidien qui va interpeller beaucoup d'entre vous. Comment transmettre le dharma, l'enseignement du Bouddha, aux enfants? Aujourd'hui, le statut de l'enfant, les questions des conditions et finalités de sa socialisation, les enjeux entourant sa liberté de croire ou pas, s'invitent désormais dans les débats, notamment dans le bouddhisme. Alors qu'en est-il plus précisément de l'accompagnement spirituel des enfants bouddhistes? Quelle attitude devons-nous adopter en tant que parents dans le cadre de cette transmission? De quelle façon expliquer de manière concrète les grandes notions du bouddhisme aux enfants? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Éric Vincent. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant et journaliste, spécialisé sur le religieux, le spirituel et la laïcité. Des thématiques sur lesquelles vous enseignez notamment à l'Institut d'études bouddhiques et à l'Université catholique de Lille. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment un qui a été consacré à Jean Jaurès et l'autre à Mandela et à Gandhi. Merci d'être avec nous. Éric Vincent, vous êtes vous-même issu d'une double tradition, chrétienne et bouddhiste. Aujourd'hui, vous êtes père de famille. Oui. Est-ce que, justement, le fait d'avoir vécu ce cas de figure vous aide pour transmettre le dharma à vos enfants ? En fait, on transmet que ce que l'on est. Donc, forcément, ayant été moi-même élevé dans cette double appartenance, je n'ai pas pu faire autrement que de la communiquer à mes enfants dans une certaine mesure, parce que évidemment tout change d'une génération à l'autre, le contexte, les enfants eux-mêmes, leur personnalité font qu'il faut toujours s'adapter à la situation présente. Oui, voilà, j'ai été moi-même dans cette position d'être un enfant qui a reçu le bouddhisme, et ce qui m'a amené bien sûr à réfléchir déjà quand j'étais jeune, et puis par la suite quand je suis moi-même devenu père, à cette question de la transmission d'une voie spirituelle en général et du bouddhisme en particulier. Alors, on imagine, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais qu'en plus, on n'enseigne pas le dharma. Un enfant qui a 3 ans, un préadolescent ou un adolescent de la même manière. Tout à fait. C'est la première question à se poser quand on aborde ce sujet. C'est bien sûr quel est l'âge de l'enfant et s'adapter à ce facteur qui est essentiel. Et sachant que là aussi, il y a tout un tas de possibilités de la toute petite enfance jusqu'à la préadolescence et même l'adolescence. C'est vraiment un point clé, bien sûr, à prendre en compte. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'accompagnement spirituel dans le bouddhisme pour les enfants? Est-ce qu'il existe des choses? C'est difficile de répondre de façon générale. Je pense qu'il existe dans certains lieux des prises en compte qui vont plus loin qu'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit encore très développé, et ça fait partie, à mon avis, d'ailleurs, des dimensions, des pistes à explorer, des dimensions sur lesquelles je crois que les bouddhistes, les centres bouddhistes, les lieux d'enseignement pourraient progresser dans leur prise en compte de cette question essentielle de la transmission du dharma aux plus jeunes. Alors, dans tous les cas de figure, il y a vraiment un principe à respecter, c'est l'attitude à adopter, à la fois très délicate, très respectueuse, et en même temps, il faut garder une certaine spontanéité vis-à-vis des enfants. Oui, c'est toujours la question d'être éducateur, en fait. C'est un art bien difficile, y compris, je dirais, dans l'intimité familiale avec ses propres enfants. Et donc, en effet, cette question du tact, en quelque sorte, de la délicatesse, puisqu'il s'agit de ce qu'il y a de plus sensible, de plus précieux, l'intimité, la spiritualité d'un enfant, quel que soit son âge en l'occurrence. Et en même temps, il y a aussi, en effet, une importance de ne pas être dans une attitude convenue, ou donc de retrouver son naturel, en quelque sorte. Et là aussi, je pense que ça ne peut marcher que comme ça, parce qu'on ne peut pas être toujours sous contrôle au quotidien dans sa famille. Donc voilà, je dirais être soi-même, et en même temps, bien sûr, s'interroger, toujours réfléchir à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, l'exemple qu'on peut donner, pour là aussi, finalement, assumer ce rôle si important d'être un transmetteur du dharma. Mais oui, mais alors justement, transmettre le dharma, est-ce que ce n'est pas tout simplement transmettre des valeurs éducatives, comme vous l'avez dit, ordinaires, j'allais dire? Oui et non, c'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, comme le souligne tout le temps le Dalai Lama, être un bon bouddhiste, c'est avant tout être un bon être humain. Et donc, de ce point de vue-là, la question d'une bonne éducation, une éducation humaine, humaniste, éthique,
transmettre aussi une capacité de réflexion, d'intelligence, de discernement, etc., etc., une culture. Tout ça, on pourrait dire, pour les bouddhistes, les gens de toute religion et les non-bouddhistes ou les gens qui n'ont pas de religion, c'est toujours la même chose. Néanmoins, le point clé, c'est bien sûr qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de spécifique dans une éducation bouddhique et donc qui sera en rapport avec des points clés de cette tradition qu'il faut être justement capable de repérer et d'assumer et de transmettre autant que possible. Ouais. Alors notamment tout ce qui concerne les émotions, parce que c'est avant tout une éducation émotionnelle. Je dirais que c'est une éducation d'abord à l'intériorité. Et dans l'intériorité humaine, on a du psychique, on a de l'affectivité, de la sensibilité, de l'émotionnel, mais on a aussi, dans cette intériorité, de la spiritualité. Et donc, quelque chose qui s'articule avec le plan émotionnel, mais qui le dépasse. Donc, en effet, je pense que cette éducation bouddhique, elle doit être capable, justement, d'éveiller l'enfant à reconnaître ses propres émotions, à être en contact avec elles, et avec les émotions d'autrui aussi, être attentif à l'interdépendance, et puis la relation, tout simplement, être en relation avec l'environnement humain et non humain, et aussi donc à ne pas être prisonnier de ses émotions. Faire remarquer à l'enfant, tu sais, là tu es en colère par exemple, ou tu es triste, est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas tout le temps comme ça, que là c'est un moment particulier, qu'il se passe quelque chose en toi, et l'amener aussi à réfléchir sur les causes. Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça t'amène à faire? Remarquer que ça va s'arrêter aussi, lui faire prendre conscience que les états émotionnels sont passagers. L'impermanence. Et voilà. Et donc là, on retrouve à la fois et l'interdépendance et l'impermanence. Qu'est-ce qui a causé en toi cet état? Qu'est-ce que toi tu fais quand tu es dans cet état émotionnel? Comment tu te comportes avec les autres et comment tu te sens aussi? Et aussi de voir que tu n'es pas prisonnier de cet état. Si tu le reconnais, tu commences à avoir une certaine capacité de te positionner par rapport à cet état, de prendre de la distance, de relativiser. Et au quotidien, est-ce qu'on peut faire avec eux certaines choses, c'est-à-dire les emmener dans des centres d'enseignement, ou pratiquer des rituels, peut-être même pratiquer la méditation à la maison? Oui, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. En tout cas, je dirais dans mon cas personnel, c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire qu'étant enfant, j'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer des très grands maîtres comme le premier Kagyu Rinpoché ou le 16e Karmapa, et que ce sont des rencontres qui m'ont marqué à jamais. Et je dirais qui, au fond, expliquent pour une part la personne que je suis à l'heure actuelle. Et donc, je crois que si on a l'occasion de mettre un enfant en présence ou un jeune d'un grand méditant, méditante, d'un grand pratiquant, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en quelque sorte. Il va y avoir un effet à plusieurs niveaux différents. Et donc, ça, je pense que c'est un point clé. Et bien sûr aussi, rendre l'enfant présent à la pratique spirituelle bouddhiste, donc la méditation, mais aussi, pourquoi pas, les rituels. Pourquoi pas les textes aussi, éventuellement. Oui, on pense notamment au Jataka. Au Jataka, exactement, qui sont des textes, le récit des vies passées du Bouddha, qui ont un petit côté fable de La Fontaine, qui sont très imagées souvent, très, très parlantes. Mais peut-être que ce qu'il faut préciser, c'est que ce soit pour les enseignements ou justement ces Jataka, ce qui est important, c'est qu'il y ait une reprise pédagogique derrière. Exactement, c'est-à-dire que quel que soit finalement l'aspect du dharma qui est présenté, qui est rencontré par l'enfant, il faut que l'adulte soit là, l'accompagne, soit vigilant, et notamment évite certains malentendus éventuels, oui, parce que le dharma, le bouddhisme, avec ses notions clés comme impermanence par exemple, ou même les quatre... justement, revenons-y un petit peu plus concrètement et plus en détail. Si on prend l'impermanence et le karma, comment vous expliquez ça à des enfants, de 10 ans? D'abord, je dirais que c'est difficile. Il faut pas s'imaginer que c'est facile. L'impermanence, c'est pas une idée agréable en fait, par rapport à nos fonctionnements classiques. Oui, mais comment vous le diriez à un enfant? Imaginons qu'un enfant perde son chat, son chien, son poisson rouge. Eh bien, c'est l'occasion d'attirer son attention sur la fragilité de la vie. Le fait qu'on crée des liens et des liens intenses et qu'on s'attache, et qu'en même temps, les choses sont faites de telle sorte que ces liens finissent par se transformer, voire se rompre, et que c'est comme ça. Donc là, il faut vraiment préciser aussi l'attachement, de quelle nature il est. Exactement, parce qu'il y ait malentendu. Exactement, parce qu'il y a des dangers de malentendu autour de l'attachement. Par exemple, est-ce que c'est l'amour? Est-ce qu'il s'agit de dire que l'amour va passer?
c'est difficile de dire ça à un enfant, vous voyez. Et donc c'est plutôt attirer son attention sur le fait que les mauvaises choses se passent aussi. C'est pas que, d'abord les mauvaises. Après, il aura tout le temps de comprendre peut-être que les bonnes peuvent aussi être fragiles. Mais déjà se rendre compte que les émotions difficiles ou les moments difficiles, les temps de tristesse, les difficultés, les maladies, par exemple, on a une grippe, une rougeole, que sais-je. Eh bien, dire à l'enfant, tu vois, ça va pas durer. Et donc, c'est l'occasion de le faire prendre conscience. Donc, en fait, à chaque fois, c'est prendre des exemples concrets. Des exemples concrets, mais ça, c'est un principe pédagogique pour toujours. Ou les saisons, ne serait-ce aussi les saisons, où vous voyez, peut-être que attirer son attention, si on a la chance d'avoir un jardin, par exemple, sur la transformation du jardin, qui va, et donc... là aussi, qu'il soit vraiment en relation avec ce flux de la vie, en fait. Ouais. Alors justement, flux de la vie, alors je vous posais la question sur le karma aussi. Comment le karma, on peut l'expliquer à des enfants? Je pense que c'est déjà, à hauteur d'enfant, c'est la loi de la causalité élémentaire. C'est-à-dire, en fait, si tu te comportes d'une certaine façon, il y a beaucoup de chances que les choses tournent comme ça pour toi ensuite. Par exemple, si tu es en colère avec tes amis, peut-être que tes amis vont eux-mêmes être en colère avec toi, ou pas être très gentils. Voyez, donc là aussi, histoire d'attirer une vigilance ou d'éveiller une conscience. Et donc, et là aussi, peut-être par rapport à la vie scolaire aussi, dire en gros, si tu travailles, si tu as bien appris ta leçon, tu vas voir, tu vas avoir une bonne note. Donc voilà, vous voyez, c'est des choses élémentaires. En fait, c'est vraiment illustré à leur niveau. Bien sûr, tous ces principes-là. C'est la base, oui. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas résumer cette transmission à la transmission des 6 paramitas? Oui, des vertus. Voilà, et aussi la transmission du silence, tout simplement. C'est aussi important de savoir garder ce silence, non? Oui, l'éducation éthique est évidemment fondamentale. Mais je dirais, en plus, les deux articulés. Vous voyez, une éducation éthique, et là on dirait tout parent cherche à éduquer sur le plan moral ses enfants. Mais là où il y a une spécificité peut-être bouddhiste, c'est aussi que c'est connecté à la question du silence intérieur. C'est connecté à la question de l'éveil. C'est connecté à la question de la sagesse. Et donc là, je crois qu'en effet, il y a une dimension aussi d'exemple en quelque sorte. C'est-à-dire que on transmet ce que l'on est, et les parents, ils ne sont pas toujours exemplaires, ce sont des pauvres humains comme nous tous, mais essayez, par exemple, si on a une pratique quotidienne de récitation de mantras, par exemple, ou de méditation ou autre, ne pas hésiter à y associer l'enfant, par exemple. Là aussi, avec ce tact de n'obliger à rien, mais de voir comment il peut éventuellement partager ce moment avec un parent, ou allumer une bougie devant la statue du Bouddha, ou allumer un bâtonnet d'encens. Enfin, voilà, toutes ces choses. Oui, toute cette symbolique, qui est vraiment très importante pour les enfants. Lui expliquer les symboles aussi, lui expliquer la roue du Dharma, par exemple, pourquoi le Bouddha est assis dans telle posture, et lui montrer qu'il peut prendre la posture du Bouddha, la posture de méditation. Vous voyez, enfin voilà, c'est vraiment une forme de spontanéité, de position, de donner ce qu'il y a de plus important à son enfant, en fait. On va se quitter sur ces très belles paroles. Merci infiniment, Éric Vincent. Merci. Pour vous aider à poursuivre cette réflexion passionnante, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, La vie du Bouddha, un texte Heather Sanche, des illustrations de Tara Digessu, publié aux éditions Rapsel. Ce livre-conte très joliment illustré retrace le parcours du prince Siddhartha, qui, devenu Bouddha, transmet ses enseignements sur la méditation et la compassion. Cette histoire inspirante, illustrée avec d'exquises aquarelles originales, est présentée aux jeunes lecteurs curieux de découvrir une figure historique des plus éminentes. L'enfant Bouddha de Jacques Salomé, aux éditions Le Relier. À travers ce récit qui nous raconte l'enfance du prince Siddhartha et illustré par les images limpides de Cosé, Jacques Salomé éclaire par touches sensibles les chemins de l'enfance et nous invite à réfléchir à leur merveilleux possible. Et enfin, Histoire de chat zen de Christian Godin, publié aux éditions Le Relier, et La Sirène. Quoi de mieux pour apprendre les fondements du zen à des enfants qu'un monastère de chats? Humour, tendresse et authentiques préceptes sont ici adaptés à la sauce chat, un véritable enseignement à mettre entre toutes les pattes. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très beau dimanche. À la semaine prochaine.